Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Marquis, qui est un pédiatre avec une spécialité en soins palliatifs. Oui, donc il nous a expliqué c'est quoi les soins palliatifs pédiatriques, puis l'importance de la communication dans cette pratique-là. C'était vraiment une conversation philosophique aujourd'hui. Mm-hmm. Il nous a expliqué comment les soins PAL, dans le fond, c'était une spécialité lumineuse. On peut avoir l'impression un peu que c'est plus triste et tout, mais il nous a bien expliqué ça. Donc, je vous conseille fortement d'écouter l'épisode. Bonne écoute! Avant de commencer l'épisode, on aimerait remercier notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée dans les besoins des médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, c'est une firme de finances accessible et professionnelle qui sont là pour vous aider à gérer et à optimiser vos finances. Mm-hmm. Comme étudiant, si vous avez des questions pour vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou même vos investissements, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions dans une rencontre en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage vraiment à profiter de leurs services qui sont vraiment adaptés à votre situation. Le lien va être en bio si vous voulez prendre rendez-vous avec eux dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Bonjour Marc-Antoine. Allô? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc, comme première question, est-ce que tu as toujours su si tu voulais aller en médecine? Non. Même au secondaire, je n'étais pas particulièrement intéressé par la médecine. J'étais intéressé par l'école. C'est ça qui m'intéressait. Puis là, je suis rentré au cégep, puis en fait, dans un programme qui s'appelle Sciences lettres et arts, là, le DEC intégré. Moi, je voulais juste être à l'école le plus longtemps possible. C'est à la fin du cégep que la médecine a commencé à m'intéresser plus. Ouais, fait que c'est vraiment arrivé sur le tard. Moi, j'étais un gars fait pour étudier, on dirait. Mm-hmm. Arrivé à la fin du cégep, il fallait que je me décide à entrer dans un programme, puis c'est là que j'ai choisi la médecine. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la médecine? C'est intéressant parce qu'en fait, j'hésitais entre deux affaires qui, a priori, ont l'air diamétralement opposées. Là. J'étais intéressé par la médecine, puis j'étais intéressé par un métier artistique. T'sais, j'ai fait des auditions dans des écoles de théâtre. Ouais. Je me demandais si j'allais pas en littérature à l'université ou en philosophie. La vie a un peu décidé pour moi. T'sais, j'ai pas réussi les auditions. Fait que je suis rentré en médecine, mais j'avais... en fait, pendant ma dernière année de cégep, beaucoup hésité entre ces deux domaines-là. Puis je suis vraiment content, finalement, d'avoir fait ce choix-là. La médecine, c'est un des domaines scientifiques où il faut mettre le plus de soi-même, de sa personnalité. Il y a un peu de psychologie là-dedans. Il y a, en fait, beaucoup d'éléments qui se rapprochent des arts. Fait que c'est finalement l'endroit, ou en fait, une des disciplines où je me sens le plus à l'aise, finalement. C'est pour ça que j'ai continué. Ouais. Donc, tu es rentré directement en médecine à quelle université? Fait que, directement après le cégep, je suis rentré à l'université de Sherbrooke. J'ai fait mon cours à Sherbrooke. Puis, pour la résidence, je suis venu à Montréal. Moi, je suis un Sherbrookeois d'origine. Là. J'ai passé 23 ans à Sherbrooke. Okay. Je suis venu à Montréal pour ma résidence en pédiatrie à Sainte-Justine. Puis, depuis ce temps-là, je suis in and out de Montréal, mettons. OK. C'est quoi qui a fait pencher le choix vers la pédiatrie, finalement? Quand je suis rentré en médecine, je me doutais que la pédiatrie serait en haut de ma liste. Moi, je suis un grand frère. Hein. J'ai 2 petits frères et une petite sœur. Je me suis toujours occupé de personnes plus jeunes que moi. J'ai toujours aimé les enfants. Aimer les enfants, c'est un prérequis pour rentrer en pédiatrie. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Fait que j'avais ça en tête quand j'ai commencé ma médecine. Puis après ça, comme ça arrive souvent, on découvre d'autres domaines. On va explorer ces autres domaines-là. Puis pour moi, en fait, j'ai dérivé un peu puis je suis revenu à mon premier amour, la pédiatrie. Après. OK. Ouais. T'as dérivé vers quoi par curiosité? Écoute, j'ai dérivé vers l'ORL, j'ai dérivé vers l'anesthésie, j'ai passé pendant un bout de temps aux soins intensifs, j'ai passé à la médecine de famille aussi. Okay. Fait que j'ai tergiversé, mais finalement, 1 an après le début de mon externat, c'était clair que c'est la pédiatrie que je voulais faire. Okay. Ouais. En fait, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait en ORL, c'était les patients pédiatriques, pas tellement la salle d'op. Ouais. Ça se passe comment, l'externat en pédiatrie?
Tu veux dire l'externe en pédiatrie? Les stages de pédiatrie. Ouais. Qu'est-ce que l'externe peut faire, là, en fait? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses que l'externe peut faire. Le stage d'externat en pédiatrie à l'Université de Montréal, il est séparé en deux. Tu sais, il y a une partie qui est en ambulatoire, c'est-à-dire dans les cliniques externes. OK. Puis habituellement, il y a un mélange de cliniques externes de pédiatrie générale puis de cliniques externes de pédiatrie spécialisée. Donc, on peut faire à la fois de la pédgène puis de la cardiopède, de l'infectiopède. Puis pour la partie hospitalière, c'est 3 semaines à l'unité d'hospitalisation en pédiatrie générale. Fait qu'on s'occupe des patients hospitalisés qui ont des problèmes courants habituellement, pneumonie, bronchiolite, les infections typiques de l'enfance. Puis une composante aussi plus médecine interne, là, les enfants qui ont des problèmes de santé complexes qui sont hospitalisés pour une variété de raisons. Fait que c'est intéressant quand même. Le stage de pédiatrie donne vraiment accès à une bonne partie de la pratique pédiatrique. Oui. Et à l'interne et à l'externe. C'est sûr que la pédiatrie, c'est super vaste. Hein? On peut un peu le voir comme la médecine interne ou comme la médecine de famille. Il y a moyen vraiment de créer une pratique qui nous ressemble. Mais le stage est assez bon pour nous donner comme une idée de la variété. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et comment ensuite est venu le soin palliatif là-dedans? Parce que là, vous êtes rentré... Excusez-moi. Tu es rentré... Ouais. on va se renvoyer. Tu es rentré en PED. Ouais. Puis ensuite, ça, c'est quand que c'est venu? Ouais. C'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent en médecine en se disant « je vais faire des soins palliatifs ». Oui, puis surtout, on pense encore moins en PED, j'ai l'impression. Ouais, encore moins en pédiatrie, c'est vrai. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont rentrés avec une idée de faire des soins palliatifs dans la population adulte. Il y a personne que je connais qui est rentré en pédiatrie en se disant « ça, c'est ma passion, là, les soins palliatifs pour enfants ». La plupart du temps, on découvre ce domaine-là par nos expériences à l'externat puis à la résidence. Moi, quand j'ai commencé ma résidence, c'est pas ça que j'avais en tête. Moi, je pensais être pédiatre général dans un hôpital. J'espérais travailler dans un hôpital pédiatrique comme Sainte-Justine. Puis, ce qui m'a intéressé au départ, c'est les soins intensifs. Donc, j'ai fait beaucoup de soins intensifs au début de ma résidence. Puis, j'aimais beaucoup l'intensité que ça demande. En fait, puis que ça impose, tant du point de vue de l'horaire que, en fait, du poids décisionnel, puis de l'intensité relationnelle. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas tellement la pression de prendre une décision en 5 minutes qui m'animait, c'était l'intensité de la relation thérapeutique qu'on avait à développer, puis qu'il faut développer parfois rapidement aux soins intensifs. Et ça, je me suis rendu compte de ça, disons, au début de mon R2, donc de ma 2e année de résidence. Ça a comme fait son chemin dans mon esprit. Puis à ce moment-là, j'avais vu quand même plusieurs de mes patients décédés. J'avais eu certaines expériences positives, d'autres expériences qui étaient moins positives. Mais j'avais surtout eu l'impression que je pouvais faire une grosse différence pour ces patients-là puis pour ces familles-là. Fait que ça a fait tranquillement son chemin dans ma tête. Puis là, je suis arrivé à un point où j'avais fait la médecine pendant 6 ans, les 4 ans de médecine à Sherbrooke, mes 2 années de résidence. Puis là, je commençais à m'ennuyer de mon mode scolaire où je pouvais faire autre chose que juste des sciences. Puis j'ai décidé d'interrompre ma résidence puis d'aller faire une maîtrise à Londres pendant 1 an dans un programme qui s'appelle Medical Humanities, donc qui est l'étude du lien entre la médecine et les sciences sociales. Fait que ça m'a permis d'étudier la philosophie de la médecine, d'étudier les représentations de la médecine au cinéma puis dans la littérature. Puis en même temps, ça m'a permis un peu de cristalliser cet intérêt-là que j'avais pour les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est un peu à la marge de la médecine puis d'autres domaines. C'est un peu à la croisée des chemins entre la médecine puis la philosophie, entre la médecine puis la psychologie. Cette année-là à Londres, ça m'a vraiment permis de confirmer que c'était le domaine qui était pour moi. Puis en revenant, j'ai terminé ma résidence puis je suis parti en fellowship en soins pal pour revenir après ça à Sainte-Justine. Si on revient à ta maîtrise, tu es parti à Londres pour 1 an, mais c'était une maîtrise comme de recherche ou... C'est une maîtrise de cours. De cours, Fait que c'était très court. C'est 2 sessions plus une session d'été qui est essentiellement
un mémoire à écrire. Essentiellement. Fait que j'avais une thèse à écrire, mais qui est plus courte que le genre de mémoire qu'on a à écrire quand on est en maîtrise de recherche, finalement. Fait que c'était surtout des cours. Et avec d'autres résidents en pédiatrie, ou c'était vraiment varié? Écoute, c'était super varié. Il y avait quelques médecins, quelques étudiants en médecine dans le cours, mais il y avait des historiens. Il y a des gens qui travaillaient dans les hôpitaux, mais qui avaient, disons, les responsabilités administratives. Il y avait des gens en littérature, il y a des gens qui avaient étudié en art. Fait que c'était hyper varié. Puis ça, c'est ça, en fait, qui a rendu la maîtrise si intéressante. C'est que moi, j'arrivais avec mon bagage de connaissances médicales, mais j'ai été forcé, de sortir tout ça du carcan médical, puis d'apprendre, en fait, à parler le langage médical à l'extérieur de l'hôpital, un peu. Puis, en fait, mes collègues de classe m'ont aidé à le faire. C'était vraiment fascinant, ça, de voir, en fait, la perception que les autres domaines ont de la médecine. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû un peu réapprendre? Que, tu sais, ça peut être... J'ai pas d'exemple en particulier, mais il y a peut-être des choses qu'on apprend, puis c'est tellement... en médecine, c'est comme ça qu'on fait, puis que, tu sais, en philosophie ou comme d'une autre manière, tu étais comme, oh mon Dieu, mais c'est pas ça. Y a-t-il quelque chose comme ça qui... Ouais, en fait, pendant ma maîtrise, j'ai beaucoup réfléchi à la définition de la maladie. C'est quoi une maladie? Est-ce que c'est une variation d'une norme, tu sais? Donc, est-ce que c'est être anormal, avoir une maladie? Parce que dans certains cas, ben, ça peut s'appliquer. Tu sais, on pense, mettons, aux hypohyperthyroïdies, ça donne des symptômes, on sort un petit peu de la marge de la normale. Puis, mettons, quand on a des maladies qui se diagnostiquent avec des tests, mais souvent, quand on a 2 écarts-types en dessous ou au-dessus, on pose un diagnostic. Bon. Mais il y a plusieurs entités qui sont rares statistiquement, qui ne sont pas des maladies. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait une notion d'altération du fonctionnement. Mais il y a des philosophes qui ont passé leur carrière à réfléchir à quel genre de dysfonctionnement ça nécessite. Est-ce que c'est un dysfonctionnement cellulaire, d'organes? Est-ce que c'est une mésadaptation avec l'environnement? Tu sais, quand on parle des troubles de santé mentale. Fait que, finalement, c'est une question qui, à la base, a l'air vraiment simple. C'est quoi une maladie? Tu sais, en fait, on se la pose pas vraiment cette question-là en médecine. On apprend quelles sont les maladies, puis on apprend les symptômes. Puis là, la philosophie, ça nous fait prendre un pas de recul, puis se questionner dans vraiment, c'est quoi à la base la définition de ce que c'est. Tu sais. Ouais. C'est intéressant. On pense tellement pas à ça. Non. Ouais, fait que ça, c'est vraiment le genre de perspective que cette maîtrise-là m'a donné. Puis justement, pour faire le lien après ça avec les soins palliatifs, ben, il y a plusieurs moments où la maladie elle-même, bien qu'elle amène le patient, disons, dans un autre état d'esprit ou qu'elle va guider le patient peut-être dans une trajectoire différente de sa vie. Parfois, la maladie elle-même n'est pas si importante. Hein? C'est la vie du patient, puis comment est-ce qu'on peut aider ce patient à vivre la meilleure vie possible. Puis ça, c'est plus des questions philosophiques que des questions médicales, finalement. La médecine amène les outils, puis une partie des réponses. Mais la philosophie, elle va amener les questions importantes qu'il faut qu'on se pose au quotidien. Ça, c'est vrai en soins palliatifs adultes, c'est vrai aussi en soins palliatifs pour enfants. C'était comment le retour après une année de pause de résidence? Est-ce que tu te sentais comme si tu avais oublié des trucs importants? Bonne question. Hey, écoute, en fait, moi, j'ai commencé à m'ennuyer de voir des patients après à peu près 6 mois. OK. Fait que j'ai commencé la maîtrise, c'était super excitant, il y avait comme plein de nouveaux, je rencontrais du nouveau monde, je pratiquais mon anglais. Puis là, après le mois de décembre, là, j'ai commencé à penser à mon retour, à penser aux patients que j'avais vus, à avoir hâte de les retrouver, à avoir hâte de retrouver mes collègues. Fait que autant j'avais du plaisir à faire ma maîtrise, autant ça m'a permis de confirmer que la médecine, c'est vraiment fait pour moi. Je m'ennuyais de ce domaine-là. Puis quand je suis revenu, c'est drôle parce que j'ai eu l'impression que moi, j'étais parti, que j'avais appris bien des affaires pendant 1 an, puis que je revenais, puis qu'il y avait juste 1 seconde qui s'était écoulée au Québec. Il n'y a rien qui avait changé ici. Rien n'avait changé. Ouais, c'est ça. C'est juste que mes collègues avaient avancé dans leur formation, mais sinon, c'était les mêmes collègues, c'était les mêmes patrons, il n'y a pas grand-chose qui avait changé. Fait que j'avais comme l'impression d'avoir mis une pause sur le temps,
Ouais. Puis d'avoir pesé sur play après 1 an. C'est sûr que, bon, pour avoir fait de garde pendant 1 an, ça m'a un peu déstabilisé. Quand je suis revenu, il a fallu que je me réadapte, mais ça a été assez facile quand même de le faire. En pédiatrie, on a quand même la chance de faire la majorité de notre formation dans un site. À Sainte-Justine, il y a beaucoup de nos stages qu'on fait à Sainte-Justine même. On sort parfois des murs de l'hôpital, mais la majorité de nos stages sont là. Fait que ça n'a pas été très déstabilisant pour moi de revenir dans mes pantoufles à Sainte-Justine après 2 ans, finalement. Ouais. Fait que c'est moins pire que ce qu'on pense. Tu sais, partir 1 an puis revenir. Il y en a qui partent en congé de parentalité, par exemple, ou qui prennent une année sabbatique pour quelconque raison, qui partent en congé de maladie. C'est pas si difficile que ça de revenir. Puis moi, si j'avais un conseil, il y en a beaucoup qui rentrent en médecine tout de suite après le cégep. C'est ça que j'ai fait. Je regrette pas d'être rentré en médecine tout de suite après le cégep, mais je suis vraiment reconnaissant du Marc-Antoine plus jeune qui a pris la décision de prendre 1 an. Parce que en médecine, ça peut aller vite, tu sais, faire le cours de médecine, la résidence, puis on commence à travailler. Puis rapidement, on devient responsable de choses très sérieuses, responsable parfois de la vie, de la mort de personnes autour de nous. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pris un pas de recul, acquérir comme la maturité, puis réfléchir à ce que je voulais vraiment pour moi, puis pour mes patients ultimement, puis de réintégrer ce monde-là après. Ensuite, tu as commencé le fellowship. Dans le fond, après, comme tu es revenu, tu as fini la résidence après fellowship. Tu l'as fait où, le fellowship? Oui, j'ai fait aux États-Unis, à Boston. En fait, à l'époque, des programmes de formation en soins palliatifs pédiatriques au Canada, il n'y en avait pas vraiment. Fait que c'était très récent, ce domaine-là. C'est mon fellowship, je l'ai fait en 2017. Là, ça fait quand même, ça fait même pas 10 ans. Donc, à l'époque, les programmes de formation étaient pour la plupart aux États-Unis, ou en tout cas les programmes de formation les plus solides qui existaient depuis le plus longtemps. Puis, j'ai décidé, en fait, mon choix s'est arrêté sur Boston, qui est affilié à l'Université Harvard parce que le programme existait depuis 20 ans, parce que, en fait, il y a d'excellentes recherches là, qui a émané de ce groupe-là. Puis aussi parce que les gens que je connaissais au Canada qui pratiquaient les soins palliatifs avaient été formés là. Hein? Donc, tous les arguments étaient alignés pour que j'y aille. Fait que j'ai décidé d'aller là. Ça a été vraiment, vraiment super. Ça a été des années, ça a été une année vraiment exigeante. Les années de fellowship, c'est des années où on veut vraiment comme se plonger à plein dans la spécialité parce que c'est comme l'opportunité qu'on a d'apprendre probablement des meilleurs puis de ramener cette expertise-là. Fait que c'est intense, mais ça a vraiment valu la peine. C'est quoi qu'on apprend dans une année en fellowship? Oui, bonne question. Soins pal. Oui, c'est ça. C'est un peu comme... En fait, des fois, c'est un peu ésotérique. Puis, tu sais, je me rappelle commencer mon fellowship puis voir mes collègues, donc, en fait, mes enseignants. Tu sais, moi, j'ai appris de patrons médecins, mais aussi de travailleurs sociaux qui faisaient partie de l'équipe, d'infirmières praticiennes qui faisaient partie de l'équipe. Puis, je n'étais pas juste supervisé par les médecins, j'étais supervisé par tous ces différents professionnels-là. Je me rappelle au début de mon fellowship, avoir l'impression que j'assistais à de la magie, là, dans une salle, les rencontres que ces gens-là avaient avec les familles. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait, puis quelque chose d'un peu insaisissable. Tu sais, on s'assoyait, on parlait, puis à la fin d'une conversation d'1 heure, 1 heure et demie, mon Dieu, on avait parlé de la vie, de la mort, de nos espoirs, de nos craintes, de ce qui était le plus important. Je trouve ça vraiment fascinant, puis il y a une science derrière ça. Il y a une science derrière discuter des objectifs de soins. Il y a une science derrière parler de la maladie puis de la mort pour que ça ait une influence sur la vie qu'on mène. Fait que c'est ça qu'on apprend beaucoup en soins palliatifs. On apprend évidemment comment gérer les symptômes d'un patient, peu importe là où il en est dans la trajectoire de sa vie. Mais une grosse partie de notre travail, c'est la communication. Donc, en fait, une grosse partie de mon fellowship, ça a été de la supervision directe. C'est moi qui interagissais avec les patients, avec les familles. Puis après ça, presque après chaque interaction, ben là, je m'assoyais avec ceux qui étaient là avec moi. Puis on décortiquait tout ce que j'avais dit. On prenait les phrases que j'avais dites mot pour mot. Puis
On essayait de voir pourquoi j'avais dit ça exactement, où est-ce que je voulais aller avec ça, comment on s'était adapté à la réponse, etc. Fait qu'il y a beaucoup de techniques de communication. Ok. C'est ça qu'on apprend beaucoup dans un fellowship en soins PAL. Ouais, j'imagine que tous les mots peuvent avoir une importance dans ces moments-là. Ouais. Donc, j'imagine qu'il y a des phrases aussi que tu apprends à dire plus que d'autres qui ont Ouais. plus d'impact. Ouais. Il y a un médecin américain qui s'appelle Eric Kessel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une figure importante de la pratique des soins palliatifs aux États-Unis, surtout dans le monde adulte, qui dit que les mots sont aux médecins, ce que le scalpel est au chirurgien. Fait que ça peut faire beaucoup de bien. Ça peut des fois faire beaucoup de mal aussi. Puis évidemment, lui, il disait pas ça pour que les gens se retiennent de dire des affaires puis que on se sente pas à l'aise de parler. Il disait ça au contraire pour nous encourager à affiner le langage qu'on utilise, que le vocabulaire, les mots, c'est probablement ce qu'on utilise le plus en médecine. Hein? On utilise ça plus souvent que n'importe quelle molécule qu'on peut prescrire. Fait que c'est notre outil de travail de tous les jours. Donc, ça a un sens que on essaie d'approfondir ça le plus possible. Fait que oui, on apprend... En fait, on n'apprend pas des phrases toutes faites. Ouais. On apprend à reconnaître les émotions qu'un patient va exprimer ou va vivre. Fait qu'on va apprendre à répondre à ces émotions-là. On va aussi apprendre à entamer les conversations sur les soins, les objectifs qu'on a, les espoirs qu'on a, puis de guider la conversation dans un objectif éventuel, d'en arriver à une conclusion, d'en arriver à une orientation globale de soins, parfois un niveau de soins, etc. Puis à force de le pratiquer, ben là, il y a des phrases qui passent mieux, qui résonnent plus avec la personne qu'on est. Mais ça, c'est à force de pratiquer. Fait qu'il y a beaucoup de choses que moi, je dis maintenant que mes patrons à Boston disaient pas, mais que moi, j'ai comme fini par développer parce que c'est ce qui ressemble le plus à la personne que je suis maintenant. Puis en fait, à Sainte-Justine, là, évidemment, je suis pas tout seul à pratiquer les soins palliatifs. Là, on est une petite équipe. Puis mes collègues disent des choses des fois aux patients que moi, je serais jamais capable de dire. Ça sonnerait vraiment tout croche ou robotique, ou ça aurait l'air vraiment enfantin ou infantilisant même. Mais eux sont capables de le dire, puis ça passe super bien. Fait qu'il y a vraiment une grosse partie de soi dans ce travail-là. OK. Par rapport à la communication, justement, comment ça se passe en soins palliatifs avec les enfants? Comment est-ce qu'on communique, par exemple, la maladie, les soins palliatifs? La mort. Ouais. Ça dépend de chaque situation, évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant de 1 an n'a pas les mêmes capacités cognitives et émotives qu'un ado de 17 ans. Fait qu'on approche la situation différemment. Les ados, dans la grande majorité des cas, ils veulent être impliqués dans ces conversations-là. Puis, on se retrouve souvent dans une dynamique où les parents veulent protéger leur enfant. Fait qu'ils veulent le protéger des conversations qu'eux considèrent menaçantes ou tristes. Alors que l'ado, lui, il sait bien que ces conversations-là, il doit les avoir. Même s'il n'y a peut-être pas une idée aussi précise que ses parents de ce que ces conversations-là vont contenir. Mais donc, avec les ados, on va souvent en parler comme avec des jeunes adultes, comme avec des adultes plus vieux aussi. Ils sont capables d'avoir ces conversations-là. La différence, c'est que souvent, ils veulent que leurs parents soient là. Ils veulent les impliquer. Ou alors, ils veulent impliquer un ami dans la conversation. Donc, il faut juste faire bien attention à respecter cette intimité-là qui est en train de se créer autour de lui, puis son identité à lui, qui est en train de développer puis de cristalliser. Pour les enfants plus jeunes, ça dépend. Quand les enfants sont très jeunes, puis qu'on doit parler de cancer, par exemple, ben là, on va utiliser des termes plus imagés. Tu sais, la boule que tu as dans la tête. Des fois, on va dire le mot cancer, mais le mot cancer, ça leur dira pas grand-chose. Leucémie, ça leur dit pas grand-chose. Fait qu'on va essayer d'utiliser des images qui sont comme plus concrètes pour que l'enfant comprenne de quoi on veut parler. Les enfants, peu importe leur âge, quand ils ont une maladie, ben, ils vivent les symptômes. Donc, ils sont capables de vivre dans le moment présent ce que la maladie apporte. Ils ont un peu plus de difficulté à se projeter dans le futur. Ils ont un petit peu plus de difficulté à imaginer, par exemple, que quand ils ont mal, ça peut arrêter
le fait qu'il ait mal. C'est pour ça que c'est d'autant plus important de soulager les jeunes enfants. Parce que la souffrance peut être décuplée quand tu as l'impression que ce que tu vis au moment T va durer pour toujours. Alors que quand tu as une prise de sang et que tu as 18 ans, ben, tu le sais que ça va durer 30 secondes pour être fini après. Hein? Fait que, il y a un avantage à approcher la vie au jour le jour, mais il y a des désavantages aussi, surtout quand on a une maladie qui menace notre vie puis qui nous cause des symptômes, qu'on reçoit des traitements aussi en lien avec cette maladie-là. Fait que, c'est d'autant plus important donc de s'occuper de la vie des jeunes enfants maintenant, puis de leurs symptômes maintenant. Puis quand on leur parle, ben de leur parler de ce qu'ils vivent en ce moment. C'est plus difficile pour eux d'imaginer comment ils vont être dans 3 mois, dans 1 an. Fait que ça sert souvent à rien de leur demander quand ils ont 5 ans, c'est quoi tes objectifs pour ton anniversaire de 6 ans, pour quand tu vas aller à l'école. C'est trop abstrait pour eux encore. Les questions qu'on va leur poser, c'est comment ça va aujourd'hui, comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui, est-ce que tu aurais voulu qu'il y ait des choses qui soient différentes à l'école aujourd'hui ou cette semaine, puis est-ce qu'il y a des choses qui te font mal aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait mal hier. Donc, il faut être un petit peu plus concret dans nos conversations avec les enfants. Puis la mort, en fait, le concept mature de la mort, là, que c'est irréversible, que tout le monde va mourir, ça arrive plus vers l'âge de 7, 8 ans. Et donc, avant ça, sans dire que ça sert à rien d'en parler, on va souvent pas pousser la note parce que ils seront pas capables de se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent, à moins que y ait quelqu'un dans leur famille qui soit décédé, grand-papa ou grand-maman ou un animal. Des fois, tu sais, quand le chat ou le chien est décédé récemment, ben ils ont une idée un petit peu plus claire de ce que ça veut dire, tu sais, avoir quelqu'un qui aime, qui est décédé. Mais quand on en vient à parler de leur mort à eux, ça, c'est souvent plus difficile à imaginer ou à comprendre. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que les soins palliatifs, c'est pas la mort. Hein. On fait souvent l'amalgame soins palliatifs, soins de fin de vie. Puis, en fait, la majorité de notre travail, c'est pas ça. La majorité de notre travail, c'est de l'accompagnement dans un contexte de maladie grave, quand il y a de l'incertitude pronostique, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver avec la maladie de l'enfant, puis donc où est-ce que ça va le mener. Fait que, je dirais à peu près 75% de ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement comme ça, de l'aide à la décision, puis un quart de ce qu'on fait qui est, disons, plus de la gestion de symptômes à la fin de la vie ou de l'accompagnement du patient et de sa famille à la fin de la vie. C'est quand même une grosse différence avec le côté soins par l'adulte, j'ai l'impression. Je savais vraiment pas. Là, ça. En fait, en pédiatrie, il y a plus que la moitié des enfants qui sont encore en vie 1 an après la première consultation en soins palliatifs. Ça, c'est pas vrai dans le monde adulte. Je peux vous dire que les gens qui pratiquent les soins palliatifs dans le monde adulte aimeraient ça, que ça soit comme ça. On le sait que plus les soins palliatifs sont impliqués tôt dans la vie d'un individu, plus le potentiel d'améliorer la qualité de vie est grand. Donc, plus on arrive précocement, mieux c'est pour le patient, pour sa famille, mieux c'est pour la continuité aussi. Donc, on a peut-être une petite longueur d'avance en pédiatrie parce que, il y a moins d'enfants avec des maladies graves qu'il y en a en adulte. Puis il y a moins d'enfants qui décèdent en pédiatrie qu'en adulte. Une chance. Mais donc, ça nous donne une longueur d'avance. Ça nous permet, nous, d'être impliqués plus tôt. Puis l'autre élément qui fait en sorte qu'on est impliqués plus tôt, c'est qu'en pédiatrie, il y a beaucoup de maladies rares, des maladies qu'on ne connaît pas bien. Et donc, on ne connaît pas la trajectoire de la vie de quelqu'un. Donc, ça fait en sorte qu'on est impliqués plus tôt parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Fait qu'on peut aider les familles à gérer un peu cette incertitude-là, à prendre des décisions, même si on ne sait pas ce que l'avenir réserve à notre enfant. Voilà. Fait que ça, c'est une des grosses différences entre les soins palliatifs pour enfants et les soins palliatifs pour adultes. Et comment ça se passe, la communication avec? Parce que vous traitez les enfants, mais il y a aussi les parents qui sont comme très près dans l'environnement. Donc, comment ça se passe? Oui, un enfant, c'est indissociable de ses parents. Après ça, les ados, jeunes adultes, souvent, ils veulent avoir un espace. Là. Je disais plutôt que quand on a des discussions à avoir, soit ils veulent que papa, maman soient là.
Mais des fois, ça leur arrive qu'il y a une partie de la conversation qu'ils veulent avoir seuls. OK. Ou à tout le moins, ils veulent pouvoir développer leur autonomie. Puis souvent, la maladie, quand elle est grave, elle arrive pour l'adolescent à un moment où il est en plein développement de son autonomie. Fait que ça, c'est un gros deuil à faire. Hein? Comme tu veux justement affirmer la personne que t'es, te libérer un petit peu de... des fois du schéma de valeur que tu as depuis l'enfance via tes parents. Puis là, à cause de la maladie, tu es plus dépendant, tu peux moins affirmer la personne que tu es. Donc, il faut trouver d'autres façons de l'exprimer. Mais c'est vrai que impliquer les parents, c'est inévitable. Puis j'irais plus loin que ça, inviter les grands-parents aussi dans la conversation, c'est important. La grande majorité des parents, ce qui les préoccupe le plus, c'est le meilleur intérêt de leur enfant. Fait qu'ils vont s'efforcer de prendre des décisions qui sont le reflet de leurs valeurs, oui, mais de ce qui a l'air le plus important pour leur enfant ou pour leur famille au grand complet. Donc, c'est rare qu'il y ait des gros désaccords entre les parents, puis l'enfant, puis l'adolescent. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est un souci de part et d'autre de se protéger. L'ado veut protéger ses parents, les parents veulent protéger leur enfant. Puis là, des fois, il y a des petits bruits de communication. Fait que là, on peut nous aider à assainir la communication dans ces contextes-là. Okay. Après ça, c'est vrai que pour les enfants très jeunes ou les enfants qui ont des maladies qui font en sorte qu'ils ne sont pas capables de communiquer comme nous, on l'est, les enfants qui ont des paralysies cérébrales sévères ou des maladies neurodégénératives, notre interlocuteur principal, c'est les parents. Fait que ça fait en sorte que c'est avec eux qu'on a les décisions de valeur, d'objectifs de soins. Mais on s'efforce toujours de mettre l'enfant au centre de ces décisions-là. La souffrance de l'enfant et la souffrance des parents, elle est souvent difficile à distinguer. Quand un enfant va moins bien, les parents vont souvent moins bien et vice-versa. Mais quand vient le temps de prendre des décisions, là, on essaie vraiment de les prendre dans la mesure où c'est le meilleur intérêt de l'enfant qui prend. Ouais. Tantôt, tu parlais de comme quand un jeune va à l'école puis là revient poser des questions plus au jour le jour. Est-ce que ça veut dire que des fois, ils sont pas tout le temps hospitalisés? Comment ça fonctionne? Puis en même temps, est-ce que tu travailles plus à l'hôpital? Y a-t-il des cliniques comme externes ou d'autres possibilités de où tu peux travailler? Oui, en fait, dans la majorité des hôpitaux nord-américains, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs pédiatriques. Okay? Même dans les hôpitaux pédiatriques, là, Sainte-Justine, c'est un exemple, on n'a pas d'unité de soins palliatifs. Il n'y a pas de lit dédié en soins palliatifs. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première est que on n'a pas suffisamment de patients qui sont hospitalisés pour qu'on ait une unité ou des lits dédiés avec, par exemple, des infirmières qui sont au chevet, jour, soir, nuit, 3 chiffres par jour, etc. Mais c'est pas la raison principale. La principale raison, c'est que on veut éviter le plus possible cette notion-là que à un moment donné, on passe en soins palliatifs, qu'on transitionne vers les soins palliatifs. Les soins PAL, on fait l'amalgame soins palliatifs, soins de fin de vie parce que ça a commencé comme ça. Quand ça s'est professionnalisé, les soins palliatifs, dans les années 60-70, c'était pour les individus qui étaient à la fin de leur vie. En fait. Mais là, plus le temps avance, plus la littérature médicale et la pratique clinique nous montre que quand les soins palliatifs sont impliqués précocement, on a un meilleur impact sur la qualité de vie du patient, entre autres. Ce qui fait que les soins palliatifs peuvent exister de façon concomitante aux soins à visée curative. Ça peut exister de façon concomitante à l'espoir qu'il y ait un miracle qui survienne. Fait que on a beaucoup de patients qu'on suit qui reçoivent de la chimiothérapie intensive dans l'objectif de guérir leur cancer, par exemple. Ou qui ont une maladie qui menace leur vie, mais qui ont un pronostic de plusieurs années. Donc, maintenant, c'est l'incertitude pronostique qui est la norme dans notre pratique. Ce qui fait que on veut éviter d'entretenir cette notion-là que, à un moment donné, on passe des soins qui vont guérir le patient aux soins qui vont viser à l'accompagner dans la mort. Cette notion-là est encore très, très ancrée dans la population générale. Puis souvent, quand on
parle de passer en soins palliatifs, ben, les parents s'imaginent qu'ils s'en vont dans une unité en particulier dans l'hôpital. Puis ce qu'on veut dire, c'est, ben, là, on va mettre l'accent sur autre chose que la guérison. T'sais. Donc là, on va mettre l'accent sur le confort, on va mettre l'accent sur le fait de retourner à la maison ou de vivre la vie la plus normale possible. Fait que c'est comme ça qu'on parle maintenant. Fait que donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. OK. Puis l'autre chose, c'est que en pédiatrie comme dans le monde adulte, mais particulièrement en pédiatrie, quand un patient qui est suivi par une équipe pendant des années passe sous les soins d'une autre équipe, il y a souvent un deuil de cette deuxième famille-là qu'ils ont construite à l'hôpital. Ce qui fait que, ben, des fois, ils se sentent abandonnés. Fait que notre approche, c'est que les patients, ils restent sous les soins de leur équipe primaire tout au long de leur vie, même à la fin de leur vie, puis que les soins palliatifs soient là comme équipe consultante, comme une couche supplémentaire de soutien. Okay? Fait que donc, concrètement, on est une équipe de consultation, on se promène partout dans l'hôpital. Fait qu'on va sur les étages d'hospitalisation voir les patients hospitalisés en cardio, en onco, aux soins intensifs, à l'urgence, en néonatologie. On va les voir là où ils sont hospitalisés, puis on s'en occupe en même temps que leur équipe traitante. On les voit aussi en clinique externe quand ils viennent à des rendez-vous dans d'autres spécialités. Puis, quand ils sont à la maison, puis pour une raison quelconque, on a pris la décision qu'ils ne revenaient pas à l'hôpital, mais dans la majorité des cas, on a identifié des équipes via le CLSC qui peuvent aller à domicile. Puis là, ben, nous, on accompagne les équipes qui vont à domicile. Fait qu'on a du soutien à la famille à distance. Fait que c'est une longue réponse à ta question, mais essentiellement, on est partout dans l'hôpital, à l'interne, à l'externe, puis aussi en soutien à tout le réseau québécois. Parce que l'expertise de soins palliatifs pédiatriques, ça reste une niche. On n'est pas beaucoup au Québec à disons, avoir obtenu soit une certification, soit une formation dans ce domaine-là. Mais il faut que tous les enfants qui ont besoin y aient accès. Donc, une bonne partie de notre pratique qui est d'aider les individus qui ont moins d'expérience à offrir ces soins-là. Ça ressemble à quoi, ton horaire typique d'une semaine? C'est assez variable quand même, mais je te dirais que la majorité du temps, on se retrouve en équipe au début de la journée. Okay? Fait que, à Sainte-Justine, l'équipe est composée en ce moment de médecins, infirmières cliniciennes puis infirmières praticiennes. Okay. Infirmières praticiennes, vous savez, c'est des infirmières qui ont une formation supplémentaire qui sont capables de prescrire. Okay. Ça, c'est le petit noyau de l'équipe. Mais on travaille avec beaucoup d'autres professionnels à l'hôpital. Fait qu'on travaille avec les intervenants psychosociaux, les travailleurs sociaux, les psychologues, beaucoup, les intervenants en soins spirituels. On travaille avec physio, ergo, orthophonistes, les professeurs de Sainte-Justine aussi qui donnent, qui continuent qui aident les patients à continuer l'école quand ils ne peuvent pas aller physiquement à l'école. Ce qui fait que la grande équipe de soins palliatifs à Sainte-Justine est beaucoup plus grande que juste les quelques intervenants dans le noyau. Donc, essentiellement, on se retrouve le matin. On fait le plan de la journée, c'est-à-dire on regarde qui est hospitalisé, qui on a besoin de voir dans les patients qui sont hospitalisés. On regarde aussi qui vient en rendez-vous avec leur spécialiste. Puis là, on établit notre liste de priorités, puis là, on essaie d'aller les voir. Souvent, mettons, à 9h, on a prévu quelque chose, on a un horaire pour la journée, puis à 10h, c'est plus la même affaire. Fait que ça change beaucoup. Ça peut ressembler à un horaire de soins intensifs. Tu commences une tournée, entre guillemets, puis là, il arrive plein d'affaires, puis ben, tu finis quand tu finis par voir tous les patients qui ont besoin d'être vus cette journée-là. Est-ce qu'il, excuse-moi de couper, est-ce qu'il peut y avoir des urgences, comme? Oui. C'est pour ça que l'horaire échange? Exactement. Ben oui, c'est ça. Fait qu'en soins palliatifs, comme dans tous les domaines, il peut y avoir des urgences. Tu sais, quand on met l'accent sur le confort, ben la douleur, ça devient une urgence. Fait que les patients qui sont en soins de confort à l'hôpital, à la maison, s'ils ont mal, il faut agir maintenant. On ne peut pas attendre 1 heure. C'est la même affaire qu'à l'urgence, quand un patient arrive en détresse respiratoire. Tu ne peux pas attendre 1 heure pour le traiter. Il faut que tu agisses maintenant. Même affaire en soins palliatifs. C'est juste que la raison pour laquelle on va se dépêcher est souvent un peu différente. Donc oui, on prévoit une journée, puis finalement, une conversation dure plus longtemps ou une conversation qu'on avait prévue être courte va
disons, débloquer sur les objectifs de soins ou on se rend compte que une famille a besoin de plus de soutien que ce qu'on pensait. Ben là, ça va, notre journée va prendre un certain tournant. Après ça, oui, il peut y avoir des patients qui vont moins bien. S'il y a des patients qui sont en fin de vie à l'hôpital, évidemment, les choses peuvent débouler rapidement. Fait que c'est assez imprévisible. OK. Ça fait aussi partie de l'excitation de chaque journée. Par rapport aux urgences, qu'est-ce qui fait que c'est comme l'équipe de soins PAL qui va vers l'enfant versus, mettons, le cardiologue, vu qu'il est sur une unité de cardiologie? Comment vous déterminez ça, pardon? En fait, il y a autant de réponses que de situations. Même dans un hôpital comme Sainte-Justine, pas tout le monde est au même niveau d'aise dans l'accompagnement des patients qui sont en fin de vie, par exemple. Ce qui fait que quand un patient il approche de la fin de sa vie aux soins intensifs ou en néonatologie, habituellement, les équipes de soins intensifs sont capables de s'en occuper, sont plus habituées. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas, au contraire, on vient, mais le genre d'intervention qu'on va faire, puis l'urgence va souvent être un peu différente. Dans d'autres circonstances, en fait, il y a des spécialités qui sont moins habituées, qui sont moins exposées, mais là, quand il arrive un inconfort, une douleur, là, on va, disons, se déplacer plus rapidement. Et puis, à la place de guider à distance, on va venir en personne, par exemple. Ouais, fait que c'est un peu comme ça qu'on détermine qui va y aller. Dans la grande majorité du temps, quand on est impliqué, c'est parce qu'on aime ça, être là sur le terrain. Fait que souvent, on est là. Puis l'autre raison, c'est que on n'admet pas de patients à notre nom parce qu'on veut que les spécialistes puis les pédiatres généraux continuent à s'occuper de patients qui sont en fin de vie potentiellement. Donc, on le voit comme notre responsabilité de continuer à former les pédiatres généraux, les spécialistes à la prise en charge en fin de vie. Donc, il faut qu'on soit là. Parce que même si c'est, par exemple, le pédiatre général à l'étage qui s'occupe d'un patient qui va pas bien, qui est, par exemple, dans ses derniers jours, ce pédiatre général-là, il a probablement besoin qu'on l'assiste un petit peu. Fait qu'on peut l'aider avec ses connaissances ou dans la prescription d'un protocole de détresse, par exemple. Fait qu'il y a plein de choses, plein de petits tweaks qu'on peut faire auprès de l'équipe médicale, mais aussi de l'équipe interprofessionnelle, des infirmières au chevet, etc. Ouais. De ce que je comprends, en ce moment, tu travailles comme beaucoup à l'hôpital, mais est-ce que tu travailles comme à d'autres endroits? Puis sinon, est-ce que tu te vois dans un futur aller travailler ailleurs? Puis pourquoi? Wow! En fait, j'aimerais vraiment ça, faire plus de soins à domicile que ce que je fais en ce moment. Là, l'exigence d'un travail en centre hospitalier tertiaire comme Sainte-Justine nécessite que je reste entre les murs de l'hôpital le plus souvent. Ceci étant dit, j'adore ça, aller à domicile. Il y a quelque chose de vraiment précieux dans le fait de pouvoir être accueilli chez quelqu'un. Ça rétablit la dynamique de pouvoir. Souvent, ça donne en fait un peu plus de pouvoir à la personne qui t'accueille parce que tu es dans ses choses à lui. Fait que ça ramène beaucoup d'humilité. Fait que ça, j'aime beaucoup cet aspect-là du travail de soins palliatifs. J'en ai fait quand j'étais en fellowship. J'en ai pas fait beaucoup depuis que je suis de retour à Sainte-Justine. J'aimerais ça, dans les prochaines années, être capable de le faire davantage. L'autre chose, c'est que les soins palliatifs pour enfants, si on veut en faire sensiblement, c'est-à-dire si on veut que ça fasse partie de notre carrière, habituellement, il faut avoir au moins une partie de notre pratique dans un centre hospitalier. L'autre option, c'est de travailler dans une maison de soins palliatifs pour enfants. Il y en a une à Montréal qui s'appelle Le Fort Enfants et Familles qui offre des soins extraordinaires. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais je vous recommande en tout cas d'y aller, d'aller visiter. C'est un endroit vraiment lumineux, les employés sont extraordinaires, les familles sont vraiment souvent soulagées d'être là, apaisées d'être là. Fait que ça, c'est un milieu magnifique. Puis, pour les individus qui veulent avoir une pratique en soins palliatifs, c'est un beau milieu où travailler, qui est comme en dehors de l'hôpital. Donc, est-ce que je vais travailler au Fort? Non. Pas pour l'instant. Est-ce que ça pourrait faire partie de ma carrière éventuellement? Pourquoi pas? Il y a encore beaucoup de choses à développer à Sainte-Justine. Donc,
mon objectif pour l'instant, c'est ça, mais une carrière, c'est long. Ça pourrait se transformer. Est-ce que tu travailles avec des médecins de famille qui ont fait le soin pâle ou c'est vraiment juste des pédiatres? En fait, à Sainte-Justine, c'est des pédiatres. OK. Parce que pour travailler à Sainte-Justine, en fait, j'allais dire pour travailler à Sainte-Justine, il faut être pédiatre. C'est pas vrai. Il y a des médecins de famille qui travaillent à l'urgence, par exemple. Il y a des médecins de famille qui travaillent en médecine de l'adolescence aussi. Donc, il y a des endroits à l'hôpital où les médecins de famille peuvent avoir une pratique, puis une pratique vraiment intéressante. Pour pratiquer en soins palliatifs pédiatriques dans un hôpital tertiaire, la plupart du temps, il faut avoir une formation pédiatrique. OK. Par contre, au Phare, il y a des médecins de famille qui ont une formation en soins palliatifs puis qui vont pratiquer les soins palliatifs pour enfants. Je te dirais que j'ai trouvé que les médecins de famille qui avaient été formés en soins palliatifs étaient souvent plus à l'aise de s'occuper d'enfants en soins palliatifs que de pédiatres généraux. Ah ouais? Ouais. Ne serait-ce que parce que les signes et les symptômes de fin de vie sont assez similaires en pédiatrie puis dans la médecine adulte. Donc, je pense que c'est pour ça que les médecins de famille qui ont une certaine expérience en soins pâles sont comme plus à l'aise de faire des soins palliatifs pédiatriques. Est-ce que tu dirais qu'il y a une personnalité un peu comme type pour quelqu'un qui veut faire des soins palliatifs pédiatriques ou des caractéristiques que tu retrouves beaucoup chez tes collègues? Bon, faut pas être colérique. En fait, il n'y a pas une personnalité type. Moi, il y a des personnes que je connais qui sont des médecins de soins palliatifs extraordinaires, puis qui sont assez exubérants, qui aiment beaucoup parler, prendre la place. Donc, on imagine souvent le praticien de soins pâles comme quelqu'un de doux, très à l'écoute, apaisant. Moi, je me rends plus dans cette catégorie-là. Mais il y en a qui, à l'inverse, sont très colorés. Puis cette approche-là, cette personnalité-là, ça fonctionne vraiment bien dans plusieurs circonstances. Tu sais, des fois, parler de la mort ou parler d'intervention en situation de réanimation, ça peut facilement être lourd. Quand on est doux, quand on pèse nos mots, quand on réfléchit avant de parler, ben des fois, ça peut alourdir la conversation. Quand on est quelqu'un qui est, plus tac au tac, tu sais, terre à terre, ben là, tout d'un coup, on a l'impression que la conversation est pas si sérieuse que ça. Fait que des fois, ça aide à dédramatiser un peu les situations. Mais ce qui est sûr, c'est que pour travailler en soins pâles, il faut avoir une bonne écoute. Il faut avoir une intelligence émotionnelle assez développée. Puis il faut clairement être en mesure de ne pas se mettre de l'avant. Il faut vraiment avoir au cœur de notre préoccupation le mieux-être de la personne qui est en face de nous. C'est ça, c'est le dénominateur commun à tous les praticiens de soins palliatifs. On a peut-être aussi des fois l'impression que c'est comme un milieu triste. Pour ceux qui écoutent, est-ce que tu voudrais expliquer un peu comment toi tu te sens par rapport à ça, puis encourager aussi les gens à y aller, puis juste si c'est triste ou heureux comme milieu? Oui. Fait que les soins palliatifs, c'est pas un domaine triste. On évolue dans des situations qui sont tristes, mais c'est un travail vraiment lumineux. On a souvent l'impression que de parler de la mort, ça déprime, que ça suscite des émotions négatives. Il n'y a aucun doute que dans ma pratique quotidienne, je me retrouve dans des situations où les gens ont de la peine, les gens sont en colère, les gens sont angoissés, les gens se posent des questions existentielles. Fait que tout ça, ça peut contribuer à une certaine détresse. Mais le travail au quotidien, c'est vraiment un travail d'apporter de la lumière dans tous les interstices de ces réalités-là. Fait que c'est beaucoup plus lumineux que ce qu'on peut imaginer. D'abord, nous, on arrive à des moments où souvent, bonne partie des mauvaises nouvelles ont été annoncées. Fait qu'une grosse partie de notre travail, c'est de faire du bien à tout le monde. Donc, d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps, à se sentir mieux avec les décisions qu'ils prennent. Tu sais, les raisons pour lesquelles on parle de la mort, c'est pour mieux parler de la vie. Tu sais, parler de la vie, ça peut être franchement positif, puis franchement heureux. Ça m'arrive souvent de pleurer, ça m'arrive souvent d'être ému,
Puis quand je pleure avec les familles, ben, des fois, c'est parce que la situation est comme vraiment triste. Puis des fois, quand je pleure avec les familles, c'est parce qu'il y a quelque chose de tellement beau qui est arrivé, malgré le drame, que ça vient vraiment nous toucher profondément. Mais ce qui est, je dirais, le plus gros moteur de mon travail, c'est qu'à tous les jours, j'ai l'impression de discuter du sens de la vie, puis d'aider les patients et les familles à trouver un sens à ce qu'ils vivent. Puis même si ce sens-là, c'est pas avoir une vie heureuse, ça peut être bien d'autres choses, mais ça fait tellement du bien, tu sais, d'aider les gens à trouver un sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont. Et ça, c'est vraiment inestimable. Puis après ça, bien évidemment, comme parler du sens de la vie au quotidien, inévitablement, ça percole dans notre vie à nous. T'sais, ça veut dire que, inévitablement, moi, je me questionne souvent sur le sens de ma vie à moi. Je suis conscient souvent de ma propre mortalité à moi, que je vais mourir, puis ben, qu'il faut que je prenne des décisions qui me ressemblent. Sinon, ben, je ne pourrais pas mener la vie qui me ressemble le plus. Fait que ça a vraiment, en fait, des effets sur moi qui, sans dire sont addictifs, sont comme vraiment, sont devenus nécessaires, que je peux comme pas éviter. Ça vient chercher votre curiosité philosophique aussi. Exactement. De confronter à ça tous les jours. Ah oui, puis tu sais, parler du sens de la vie avec des adolescents, là, ça va être il n'y a intéressant. pas grand-chose de plus intéressant que ça, effectivement. Okay. Ah ouais, puis tu sais, les ados, ils ont plein d'idées, là, sur le sens de la vie, le sens de leur vie. Puis, comme ils sont à une période de leur vie où ils construisent beaucoup leur identité, ben, des fois, on se retrouve à parler de choses qui sont en apparence très déstabilisantes. Nombre de fois où j'ai parlé avec un ado de ses propres funérailles pendant 30-45 minutes, où là, il avait prévu en détail tout ce qu'il ferait, tout ce qu'il veut léguer, les messages qu'il veut que les gens lisent, la musique, etc. T'sais, finalement, la planification des funérailles pour un adolescent en fin de vie, c'est une autre façon de marquer son identité. Fait que ce genre de conversation-là, c'est quand même extraordinaire. Puis que les gens nous laissent avoir ces conversations-là aussi, c'est incroyable. Tu sais, combien de fois on a ces conversations-là avec les gens qu'on aime le plus? Pas souvent. Donc, que des gens qu'on connaît, mais qui font pas partie de nos familles, nous laissent aller jusque-là, puis aller toucher ces sujets sensibles-là, puis qu'on les aide en plus à réfléchir à ça, c'est quand même extraordinaire. Vraiment. Est-ce que tu t'habitues à avoir ces conversations-là, puis ça devient un peu moins choquant pour toi, ou à chaque fois, ça reste quand même comme autant touchant? Fait que, donc, oui, on s'habitue à avoir ces conversations-là. On s'habitue à voir des enfants mourir. On s'habitue aussi à voir la tristesse, les émotions intenses. Mais on ne devient pas anesthésié à ça. Ce qui change, c'est que maintenant, je sais comment moi je me sens, comment je réagis quand il y a un de mes patients qui décède. Je l'ai assez vécu, puis assez souvent dans assez de circonstances pour savoir à peu près dans quelles circonstances j'ai plus de peine ou qu'est-ce qui vient me toucher particulièrement. Dans quelles circonstances il faut que je me protège plus parce que ben, le patient me fait penser à mon petit frère, mettons. Fait c'est là que l'expérience devient payante ou utile, mais on ne devient jamais insensible. Toutes les situations me touchent encore. C'est juste que je suis meilleur pour repérer exactement comment je me sens puis pourquoi je me sens de telle façon. Tu as appris à mieux te connaître, en fait. Oui, exactement. Est-ce que vous avez accès à des ressources? Je sais pas, ça a l'air comme quand même plus émotif que d'autres spécialités. Mettons, est-ce qu'il y a des ressources qui sont mises en place pour les médecins en soins palliatifs? En fait, ça dépend de chaque institution. Vous connaissez le programme d'aide aux médecins du Québec. Bon, ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de médecins dans mon domaine qui ont aussi un suivi psychologique individuel, habituellement au privé. Il y a certaines institutions qui offrent à même leur mur des services de soutien psychologique.
ce qui aide le plus pour moi, c'est de faire ce travail-là en équipe. Parce qu'il y a des moments où moi, je suis plus fragile. Il y a une situation qui est particulièrement sensible pour moi où je sens pas que je vais être, mettons, le meilleur pour l'aider la conversation, par exemple. Fait que le fait de travailler avec des collègues qui nous connaissent bien, qui peuvent prendre le relais à ces moments-là, ça fait une immense différence. Mais la meilleure stratégie, je dirais, c'est de diversifier ses soupapes. T'sais. Des fois, c'est d'avoir des membres de l'équipe qui prennent le relais. Des fois, c'est d'avoir un psychologue à qui on peut en parler. Des fois, c'est de faire du sport. Des fois, c'est des stratégies juste d'organisation de la journée qui vont nous aider. Parce que les mêmes stratégies ne vont pas fonctionner au même moment. Fait que c'est pour ça qu'il faut comme un peu diversifier ça. Ouais. Puis ça, c'est le genre d'affaires qu'on apprend en formation aussi. Okay. On apprend un peu à pousser nos limites. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour rattraper si jamais on va un petit peu trop loin. Hein? Puis tu sais, les soins palliatifs, on n'a pas le monopole de la souffrance là, ou de la détresse psychologique. Ouais. On voit des affaires intenses, mais il y a beaucoup de disciplines médicales en soins intensifs, en psychiatrie, en médecine d'urgence, où on voit des affaires vraiment difficiles. Puis c'est le même principe. Il faut apprendre à reconnaître les points les plus sensibles, puis après ça, trouver des stratégies pour que ça nous aide. Si ça vous va, on passera à une petite section où on vous pose comme ça ou ça, puis vous nous dites qu'est-ce que vous préférez. OK. En fait. Ouais. Fait que comme première question, est-ce que vous diriez que les défis émotionnels sont plus fréquents chez les enfants ou chez les parents? Oh mon Dieu, OK. Sont différents. Je dirais, il y a plus de facettes dans la détresse parentale ou les enfants plus vieux. Mais la souffrance de l'enfant très jeune est particulièrement souffrante à voir. OK. Aussi. OK. Très bien. Est-ce que vous préférez traiter les adolescents ou les enfants? Oh mon Dieu, je ne peux pas répondre à ça vraiment pour des raisons différentes. Okay, je ne serais pas capable de m'occuper d'une seule population en pédiatrie. J'aime trop ça, la variété. Ouais. Mais tu sais, les adolescents, ils me touchent pour des raisons différentes que les enfants me touchent, par exemple. Les ados me touchent parce que ils bouillent souvent à l'intérieur, ils ont tellement de projets, ils ont tellement d'idées, puis ils ont une fureur de vivre qui est comme souvent inégalée. Les très, très jeunes enfants, ils me touchent à cause de leur imagination fertile. Puis du fait que tu peux rentrer dans ce monde-là puis jouer avec cette imagination-là. Les familles qu'on rencontre en anténatal, avant que l'enfant naisse, mais là, c'est plus un lien avec des gens qui ont souvent mon âge. Donc là, c'est... Évidemment, j'aurais pas de lien nécessairement avec le bébé à naître, avec le fœtus. Mon lien va plus se développer avec le parent dans ces circonstances-là. Ouais. Prochaine question, peut-être un peu moins difficile à répondre. Est-ce que tu préfères travailler jour, soir, nuit? Alors, comme médecin patron, j'aime mieux travailler de jour. Ceci dit, quand j'étais externe, quand j'étais résident, j'ai vraiment aimé ça, travailler de nuit. Oui. Ouais. J'avais l'impression de veiller sur la ville, veiller sur les patients, d'être appelé pour les problèmes vraiment importants, puis que toute la poutine administrative, on pouvait la laisser aux équipes de jour. Fait que j'avais vraiment un peu l'impression d'être, sans me donner de l'importance, t'as un peu l'impression d'être comme Batman la nuit. Puis de veiller sur la ville, puis après ça, le matin arrive, puis là, comme tu vas te coucher, puis tu dors du sommeil du juste. Là. J'ai vraiment aimé ça. C'est bon, mais ça met fin à notre entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment inspirant, je pense. On n'a jamais autant philosophé sur le sens de la vie dans un épisode. Merci n'importe quand, philosopher sur le sens de la vie. Merci. Merci.
Super, my God, vous êtes tellement des bonnes intervieweuses. Vous étiez préparées? Pardon? Vous étiez préparées? Ça coulait de source, là. Mais comme, Ben, on regardait une petite feuille au cas où Ouais. on a des questions, mais c'est vrai, moi, je la lis quasiment jamais. Non, moi non plus. Wow. Mais j'aime de l'avoir comme au cas où, au cas où, là. Ouais. Parce qu'on sait jamais à quel point le médecin va parler beaucoup, hein. Comme ça pourrait arriver. Non, mais ça pourrait arriver qu'on pose une question, puis là, c'est genre une Oui. petite réponse, puis là, on est comme. Ouais. C'est OK, comme. puis là, ouais. Fait que c'est comme une bouée de sauvetage. Ok, moi, ce que je trouve, en tout cas, le commentaire que j'ai à vous faire, c'est que vous écoutez bien parce que vous passez de l'une à l'autre, puis c'est comme seamless. Ouais, là. mais ça, je pense paraît que ça avait été qu'on a capable. une chimie comme particulière. Ouais. Que on sait quand l'autre va parler, c'est Ouais. Parce que ça, vous voyez. Ça fait penser à la dernière fois, c'est quand t'avais oublié le nom, là. Oui. Une fois qu'elle avait oublié le nom du médecin, mais sans même